Richie Thibault n'avait que 14 ans quand il s'investit dans le mouvement des Gilets jaunes. Depuis, il est devenu une des figures militantes de la gauche radicale, engagée dans de nombreux combats, notamment pour l'écologie et contre les méga-bassines, pour la justice sociale, l'antifascisme et contre l'antiziganisme. Il est le porte-parole du collectif écologiste PEPS pour une écologie populaire et sociale. Depuis 2023, suite à différentes prises de position et prises de parole publiques, plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour différents motifs. Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, outrage et intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique et injure publique envers un ministre. Il dénonce un véritable acharnement judiciaire et policier de la part de la droite et de l'extrême droite visant à criminaliser l'opposition politique. Chers amis, chers camarades, il y a une semaine, jour pour jour, je me retrouvais en garde à vue, puis déféré au tribunal judiciaire de Paris. Mon crime est de ne pas avoir baissé la tête face à un commissaire de police notoirement connu pour frapper avec zèle ceux et celles qui se battent pour arracher une vie meilleure. Cet obéissant subordonné de la Macronie s'est précipité vers moi aussitôt qu'il m'a identifié dans les rues de Paris. Il m'a ensuite annoncé qu'il allait procéder à ma verbalisation, ce face à quoi je ne fus point étonné, et je lui fis savoir, en lui disant droit dans les yeux, qu'il faisait son métier, que j'ai alors qualifié de vil sous-fifre de l'ordre établi. Étant vexé par les qualificatifs que j'ai utilisés pour le désigner, il a décidé, comme il en est d'usage pour les sinistres personnages de son acabit, d'abuser de son pouvoir en procédant à mon interpellation pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Revenons maintenant au contexte de cette arrestation. J'étais ce jour-là dans les rues de la capitale, le 9 mai 2026, face à des groupes de nazis qui défilaient armés dans ces dernières à la recherche de personnes à agresser, à tabasser. Mais étant conscient que face à la menace fasciste, nous ne pouvons compter que sur notre propre force, notre propre énergie pour nous défendre, j'avais décidé avec des camarades de leur faire face et de leur montrer qu'on ne les laisserait jamais s'afficher dans nos rues, jamais. Après mon interpellation précédemment évoquée par un larbin de la préfecture de police de Paris, je me suis retrouvé une nouvelle fois en garde à vue dans les geôles du pouvoir. Au commissariat, dans une cellule à côté de la mienne, furent retenus 3 nationalistes espagnols portant des t-shirts sur lesquels étaient inscrits des messages explicitement fascistes. Je précise qu'ils ont été interpellés ce matin-là pour port d'armes. J'ai été déféré au tribunal dans le même camion qu'eux. Voyez là un signe inquiétant. En effet, le pouvoir, de manière délibérée, nous met, nous, militants antifascistes, sur le même plan que les nazillons. Le lendemain, dans un couloir du tribunal, un autre nazi au petit pied déclara à haute voix avoir un problème avec les kippas. Et quand je l'ai qualifié d'antisémite, il a répondu devant les policiers « oui, totalement ». J'ai regardé les policiers et l'un d'entre eux m'a répondu « je n'ai rien entendu ». Vous le savez, ils sont toujours pareils. Soit ils n'entendent rien et font preuve d'une grande mansuétude quand ils font face à des racistes, ou quand ils nous font face, ils ne jurent que par l'obéissance aveugle aux ordres et ont toujours une attitude de tortionnaire, hier comme aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les miens furent tous frappés par des persécutions orchestrées par les autorités françaises entre 1939 et 1946, dans le cadre d'un génocide qui a laissé des traces douloureuses, un génocide qui a fait 500 000 morts. Mon arrière-grand-mère paternelle, Maria Azaïs, fut internée dans le camp de concentration pour nomades de Jargeau, dans le Loiret. Mes autres arrière-grands-parents paternels furent assignés à résidence en Dordogne. Ma grand-mère maternelle fut cachée avec ses plus jeunes frères et sœurs par ses parents, alors qu'une partie de leur famille fut internée au camp de concentration pour nomades de Mérignac, en Gironde. À l'époque, ils ne survécurent qu'uniquement grâce à leur débrouillardise et à leur résistance. Mais la libération n'a pas eu lieu pour nous. Les derniers manouches à être sortis d'un camp de concentration en France ne le furent qu'au 1er juin 1946, au camp des Alliés près d'Angoulême. Mais là non plus,
on ne peut pas vraiment parler de libération, car les autorités françaises d'après-guerre se réjouissèrent des effets positifs de la politique menée durant cette période et décidèrent de continuer sur cette lancée. Héritier malgré moi de cette histoire, et ayant grandi en faisant l'expérience des violences policières, judiciaires et carcérales de l'État français contre ceux qu'il catégorise comme gens du voyage, j'ai très tôt compris que je n'avais pas d'autre choix dans la vie que de lever la garde, sur le modèle du voyageur yéniche Christophe d'Ettinger, qui en 2019 a défendu à la seule force de ses poings des manifestants se faisant tabasser sur une passerelle parisienne par des gendarmes mobiles. Le 17 novembre 2018, à l'âge de 14 ans, j'ai rejoint un rond-point en Gironde, à Sainte-Foy-la-Grande, la ville d'Élysée-Reclus, investie par les méprisés de toujours, à quelques centaines de mètres de chez moi. À ce moment-là, les Gilets jaunes m'ont donné une conscience critique et des armes pour défendre mes idées, défendre l'honneur des miens et faire entendre l'histoire de ceux et celles dont les vies sont déniées en permanence. J'ai vu l'État et ses commis ôter froidement la vie des miens. Je me souviens de Daniel, un voyageur qui m'a vu grandir, qui lorsque j'avais 9 ans a été tué par les balles de la gendarmerie. J'étais enfant à ce moment-là et ça m'a traumatisé. J'ai vu ces dernières années ce même État français et ses agents mutiler mes camarades et borgner notamment mes amis gilets jaunes Vanessa et Jérôme. Les combats auxquels je prends part me valent de faire face à une intense répression. 5 procès m'attendent. Un pour avoir rappelé en 2024 à Emmanuel Macron, pour l'avoir interpellé, pour lui avoir dit « Les borgneurs, n'oublient jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques ». Je suis poursuivi pour lui avoir dit ça pour menace de mort. D'autres poursuites pour il y a quelques mois dans un discours lors d'une manifestation décoloniale et antiraciste cité Frantz Fanon, qui disait que le colonialisme n'est pas un corps doué de raison, qu'il n'est pas une machine à penser, qu'il est la violence à l'état de nature et qu'il ne pourra s'incliner que devant une plus grande violence. Je suis poursuivi de ce fait pour incitation à la rébellion armée. Et puis, ça a été dit, celui du 8 juillet, où je vais être jugé pendant une journée entière. On me reproche 11 faits, 11 discours et prises de parole diverses et variées entre 2023 et 2025. Et je suis notamment poursuivi, tenez-vous bien, pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Je suis de ceux qui savent qu'ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. La rage que les dominants me procurent en nous maltraitant, je la transforme en un carburant pour avancer pas à pas vers notre libération, notre émancipation, qui, je le sais, sera le fruit d'un long processus. J'avance sur ce chemin en ayant en tête une boussole. J'avance sur celui-ci avec combativité. Je n'ai aucune limite. J'ai fait miennes les paroles de Malcolm X, qui disait avec beaucoup de clairvoyance « Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour elle, sortez le mot liberté de votre dictionnaire. » Ceux qui m'entourent et qui me sont chers me conseillent avec beaucoup de bienveillance de faire attention, d'être plus mesuré, de dire les choses différemment pour susciter moins de réactions répressives. Cela m'est impossible, tout simplement parce que l'on traverse un moment crucial qui ne nous le permet pas, qui ne nous autorise pas à être dans la demi-mesure. Nous devons aujourd'hui plus que jamais nous positionner d'un côté ou de l'autre de la barricade. Par ailleurs, vous l'avez peut-être deviné, j'ai du caractère, je ne m'en cache pas. Je le tiens en grande partie de ma grand-mère la Biche, qui m'a appris à avoir de la gueule. Son nom, mon grand-père, né en 1941, s'appelle le Maquis. Il me semblait important de le souligner au regard du lieu sur lequel nous nous réunissons aujourd'hui. En allant aux archives, il y a quelques mois, j'ai trouvé une fiche faisant référence à une condamnation de mon autre grand-père pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Que voulez-vous ? Je viens d'un milieu où on ne m'a pas inculqué, à ne pas courber les chines devant les uniformes. Et j'en suis vachement fier. Quand je me retrouve derrière les barreaux des commissariats et derrière ceux des sous-sols des tribunaux, je me rappelle des mots du grand résistant voyageur Raymond Gurem, spécialiste de l'évasion,
dès ses 15 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était interné dans différents camps de concentration avec sa famille. Il avait notamment cette belle formule, et puissante formule, tout à fait juste. Il disait « Ils ont eu la graisse, mais ils n'auront pas la peau ». Dans ces moments-là, je pense aussi aux mots du brave Henri Ferté, fusillé à 16 ans par les nazis en 1943, et qui, dans sa dernière lettre poignante à ses parents, ne peut que nous imposer l'admiration. Il leur a écrit « Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. » Enfin, lorsqu'il m'arrive de ressentir de l'isolement ou du doute, je pense à la déclaration de Stéphane Hessel, qui disait « Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance n'était qu'une petite fraction de la France. La France était vichyste dans sa grande majorité. » Je conclus en m'adressant à ceux qui pensent qu'une menace fasciste nous guette en 2027. Ouvrez les yeux. Le poison est déjà là, partout autour de nous, et depuis belle lurette. Il est temps maintenant d'agir. Il n'y a qu'une solution qui vaille, l'insurrection ici et maintenant, ou plutôt les insurrections partout et tant qu'il le faudra. La gangrène, nous nous en débarrasserons par l'action, et seulement par l'action. Et demain, les jours meilleurs adviendront. Alors, reprenons le maquis et finissons le travail de dépéténisation du pays. Gloire aux résistants d'hier, d'aujourd'hui, mais surtout à ceux de demain dont nous aurons tant besoin.